Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On continue à parcourir ce monde de la gestion de patrimoine et on va s'intéresser à la campagne de déclaration des revenus 2023 pour les impôts 2024. Taline Melconian, bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Degroof Petercam. Ça fait quasiment une semaine, c'était jeudi dernier, que s'est ouverte cette période de déclaration. On rappelle juste les échéances, le calendrier, comme chaque année, il faut regarder son département, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, on a tous eu la chance de recevoir ce petit mail parce que les impôts ne vous oublient jamais, bien sûr. Donc, le service en ligne est désormais ouvert pour les résidents fiscaux français ainsi que les non-résidents fiscaux français. Pour les non-résidents fiscaux français, c'est facile. Il n'y a que la date du 23 mai à retenir. C'est la date limite de dépôt de déclaration. Et là, je rappelle juste que les non-résidents fiscaux français peuvent avoir des obligations fiscales en France, notamment si elles perçoivent des revenus de source française, par exemple des dividendes de source française versés par des sociétés françaises, ou si elles perçoivent des revenus fonciers afférents à des biens immobiliers. Et donc, l'IFI également, lorsqu'on est non-résident et qu'on a un patrimoine immobilier en France qui dépasse 1,3 million d'euros, on le déclare également donc avant le 23 mai. Voilà, donc ça c'est pour les non-résidents et les autres, c'est c'est plus traditionnel. Donc il y a toujours cette date limite pour les personnes qui souhaitent continuer à déposer la déclaration papier. Rappelons que nos aînés ont encore souvent du mal avec les déclarations en ligne. Donc pour ces personnes-là, il y a toujours la possibilité de déposer en ligne. On ne reçoit plus depuis quelques années le formulaire papier. Il faut aller le chercher au centre des impôts. Et là, la date limite est au 21 mai. Pour les autres, pour toutes les personnes qui déclarent en ligne, on a des dates qui vont dépendre des départements. Donc, du département 0 au 19, la date est fixée au 23 mai. Du 20 au 54, c'est la date du 30 mai. Et au-delà de 54, donc notamment l'Île-de-France, c'est la date du 6 juin qui est retenue. On rappelle que toutes ces dates, c'est à minuit, pour se souvenir de l'ancien temps où on faisait la queue pour aller glisser la déclaration dans la boîte aux lettres des impôts. Comme chaque année, on regarde cette déclaration, les spécialistes, et cherchent un petit peu les nouveautés, les éventuels pas pièges, difficultés qu'on pourrait rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveautés majeures à signaler ? Alors, c'est vraiment des petites modifications qui sont vraiment à la marge, rien de très méchant. C'est vrai que la fiscalité est quand même assez stable ces dernières années en France. Et on ne va pas s'en plaindre ? Non. Surtout pas. C'est vrai que c'était un engagement du gouvernement, de Macron, et il l'a tenu, cet engagement-là. Donc, les modifications sont vraiment très petites. Il y a un point d'attention. Lorsqu'on a des enfants majeurs qui sont rattachés au foyer fiscal, il faut désormais veiller à bien donner l'adresse où ils habitent s'ils n'habitent plus à la maison. Il y a un deuxième point qui est important, c'est de faire attention, puisqu'on ne peut plus ouvrir de plan épargne retraite, de PR, pour les enfants mineurs, donc ne pas essayer de mettre la réduction, bien sûr. Et le dernier point concerne l'occupation des biens immobiliers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà eu l'occasion peut-être de le mentionner. C'est que lorsqu'on a des actifs immobiliers, on est obligé de déclarer l'occupation qui en est faite. Donc, soit c'est une résidence principale, soit c'est une résidence secondaire. C'est une nouveauté de l'année dernière qui est prorogée. Donc, Et ça, il faut continuer désormais remplir pour chaque bien immobilier. Si on revient sur cette déclaration d'impôt, est-ce qu'il y a des oublis ou des erreurs que l'on observe régulièrement, on va dire, chez les contribuables et qui peuvent coûter cher si on tombe dans ce petit travers ou dans ce petit piège ? Alors, s'il y en avait un que je devais retenir, c'est l'oubli des comptes ouverts à l'étranger. On n'imagine pas le nombre de personnes qui l'oublient. Donc, tout résident fiscal français a le droit, bien entendu... Ça, c'est pas illégal d'avoir un compte en Suisse, en Belgique... Vous pouvez même le mettre dans un état non coopératif. Vous pouvez même aller au-delà de la Suisse et de l'Europe. Vous avez le droit de détenir vos actifs financiers là où vous le souhaitez. Après, il faut le déclarer. Donc, non seulement il faut que vous déclariez les éventuels revenus que vous percevez au titre de ces comptes-là, les plus-values que vous pourriez réaliser à l'étranger, mais surtout, il faut déclarer chaque année sur un CERFA spécifique qui est le 3916. Il faut déclarer le compte, c'est-à-dire que vous dites, je dis n'importe quoi, j'ai ouvert
un compte au Luxembourg auprès d'une banque qui s'appelle Cœur de Patrimoine. Et donc, je mets l'adresse de la banque, je mets le numéro de compte. Et ça, je fais ces déclarations. Moi, je conseille de le faire chaque année parce que normalement, le Code général nous dit qu'il faut déclarer lorsque l'année où c'est ouvert, utilisé ou clos. Alors, le mot utilisé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, autant les déclarer chaque année. Ça veut dire chaque année, ça n'a pas changé. Et là, la facture est quand même assez lourde parce que compte non déclaré, c'est 1 500 € si vous êtes dans un État qui coopère avec la France et c'est 10 000 € par contre pour un État non coopératif. Et là où ça me laisse toujours perplexe, enfin je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire que l'administration fiscale a la liste. Donc, oui, mais elle ne nous le dit pas. Ah non, elle ne nous le dit pas. Et on va surtout dire un truc parce que ça peut intéresser certains parents. Les parents c'est que d'ados. Si vos ados qui jouent sur des bitcoins, des Ethers et autres, souvent, pour ne pas dire à chaque fois, le détenteur de ce compte, en fait, le teneur de compte, il est étranger. Donc, voilà. Faites attention aux jeunes adultes rattachés au foyer fiscal, parce que rattachés au foyer fiscal, ça veut dire que c'est vous qui emportez donc l'obligation fiscale. Les comptes Revolut. N'hésitez pas à demander les blockchains, à vos bambins tout à fait. Quelles sont les coordonnées du compte. Exactement, veillez bien à bien déclarer. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à suivre en cette période de déclaration fiscale ? Alors oui, il y a d'autres conseils. Alors sachez que là, si vous voulez, les dés sont jetés parce que là, on va déclarer quoi ? On va déclarer les revenus réalisés sur 2023. Donc clairement, on ne peut plus agir sur l'assiette. Mais il y a encore certains points sur lesquels il faut être attentif. Premier point, c'est tout ce qui concerne l'option pour la flat tax. C'est-à-dire que sur toute une catégorie de revenus d'actifs financiers, que ce soit les dividendes ou les plus-values, on peut exercer une option. On peut soit dire qu'on veut être à la flat tax étant donc de 30%, 17,2% de prélèvements sociaux, le solde étant de l'impôt sur le revenu, ou on peut décider d'être taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En règle générale, on va dire que pour la majorité des foyers, c'est plus intéressant d'être taxé à la flat tax. Mais certaines personnes peuvent néanmoins avoir un intérêt d'être taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu, notamment si on peut bénéficier d'un abattement. Donc ça, c'est un premier point. Toujours quand même petit calcul à faire. Et, voilà. Et c'est assez bien fait sur l'espace impôts.gouv parce qu'on peut faire le comparatif. Après, il y a d'autres points sur lequel il y a une société qui a fait des études et on se rend compte que ce sont des points que les contribuables oublient régulièrement. C'est quoi ? Il s'agit notamment des CERFA pour dons. On se rend compte que 40% des dons effectués par des contribuables français ne sont pas reportés à l'administration fiscale. Donc on perd l'avantage fiscal. Oui, donc là on est vraiment attaché. Philanthrope, mais c'est vrai qu'on peut être philanthrope on et a fait le don, mais on n'y a pas d'intérêt. Bon, très bien. Pareil, on se rend compte que par fainéantise, j'imagine, ou je ne sais pas, on coche tous la case des frais professionnels, l'abattement pour frais professionnels. Eh bien, force est de constater que pour de nombreux contribuables, ça peut être plus intéressant d'aller sur les frais réels, mais on se dit qu'il faut garder les justificatifs et tout ça. Ça demande beaucoup plus de formalisme d'être au réel, non ? Donc, oui, tout à fait, ça demande un formalisme important, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Pareil pour les frais de scolarité pour les enfants. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais vous avez vers la 4e page, moi je suis toujours sur le formulaire papier que je visualise, vous avez des cases que vous pouvez cocher qui concernent donc les enfants qui sont rattachés à votre foyer, qui sont encore mineurs ou majeurs, qui peuvent être donc scolarisés au collège, lycée ou études universitaires. Eh bien, le simple fait de cocher cette case selon la situation de vos enfants vous permet quand même une réduction d'impôt. Et là, c'est pareil, cette même société Klimb qui avait fait une étude avait constaté que 40% des parents l'oubliaient. Oui. Ouais. Bon. Et voilà, c'est essentiellement ça, je pense, les points. Oui. Vous nous rappeliez au début de ce propos que ça portait sur 2023 et que donc la base, elle était déjà faite. Malgré tout, est-ce qu'il est encore temps de faire des dons Alors, comme je vous dis, en fait, là, la déclaration que vous allez faire, elle concerne tant l'impôt sur le revenu que l'IFI si vous y êtes soumis. Pour l'impôt sur le revenu, les dés sont jetés, c'est trop tard. D'accord. Donc, vous ne pouvez plus... Enfin, vous pouvez toujours faire des dons, bien sûr, mais ça jouera sur les revenus de 2024. D'accord. C'est-à-dire que si vous le faites pour l'impôt sur le revenu, là, aujourd'hui, eh bien, ça sera effectif dans un an quand vous déposerez la déclaration des revenus 2024. Cependant, si vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, là, ça peut encore avoir un intérêt, et ce, jusqu'au jour de dépôt de la déclaration, de pouvoir réaliser un investissement ou un don qui donne droit donc à réduction d'impôt. Je rappelle que le don, on peut avoir une réduction de 75% du don effectué au regard de l'IFI. Donc, ça peut toujours être très intéressant. Juste pour terminer, on doit donc déclarer. On doit donc dire tout ce qu'on a, ce qu'on a fait, ce qu'on a gagné. Bon, ce qu'on possède. Certains pourraient être tentés d'essayer de pas tout dire à Bercy, de tricher.
de frauder. Quels sont les moyens dont dispose l'administration pour nous empêcher de frauder ? Déjà, je pense qu'il est utile de rappeler, et la majorité des contribuables ne le savent pas, la fraude fiscale, c'est une infraction pénale. Pénale veut dire, certes, amende, mais ça veut dire que ça peut être également une sanction. On peut faire de la prison pour une fraude fiscale. Donc, il ne faut pas l'oublier que c'est vraiment une infraction. Ce n'est pas anodin. Alors aussi, il faut savoir que l'administration fiscale fait quand même la part des choses. Si vous avez oublié de déclarer un compte à l'étranger, mais qu'à côté, on voit bien que c'était vraiment un oubli de bonne foi, parce que vous avez, par exemple, il y a 2 ans, déclaré des revenus, mais cette année, vous avez oublié de déclarer sur la fameuse 3916. Là, on ne parle pas de fraude fiscale. Là, on parle tout simplement d'un oubli. Donc là, vous allez avoir votre amende et tout va bien se passer. Après, il y a autre chose. Avant d'arriver à la fraude fiscale, c'est que vous avez quand même le choix de choisir le chemin le moins taxé. C'est-à-dire que la fraude fiscale, ça veut dire qu'il y a vraiment une intention délibérée. C'est pas, j'ai pas fait exprès, je me suis trompé de case, mais voilà, c'est vraiment la fraude fiscale. Alors ça, c'est déjà rappelons-le, c'est une infraction. Et de 2, rappelons aussi qu'on parle d'environ 100 milliards d'euros par an qui échappent au trésor public. Et encore, on ne sait pas si ce montant est exact, parce que le gouvernement a ouvert une commission pour pouvoir le chiffrer de façon exacte. Oui. L'administration fiscale a beaucoup de moyens aujourd'hui. L'informatique, on lisait tout à l'heure pour les comptes ouverts à l'étranger. Au fait, ils regroupent des fichiers. Ils peuvent maintenant créer des comptes Instagram, Facebook. Oui, ils regardent nos réseaux pour savoir un petit peu. Voilà, rappelez-vous ce qui s'est passé avec les piscines. Ils ont pris des photos aériennes disponibles sur Google Maps. Ils ont pris leurs fichiers des taxes d'habitation, de taxes foncières. Ils ont regroupé, ils ont attrapé je ne sais pas combien de contribuables qui n'avaient jamais déclaré leur piscine. Donc, ils commencent à... Donc, ils ont des moyens, y compris très modernes. Oui. Merci beaucoup, Taline, d'être passée sur Radio Patrimoine pour Cœur de Patrimoine, Taline Melconian et Degroof Petercam. À très bientôt. À bientôt, Cédric. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.